Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle sortie de l'actualité internationale. On débute rapidement avec les informations. Le secrétaire d'État américain John Kerry a poursuivi sa tournée en Moyen-Orient pour faire avancer le processus de paix dans la région. Il s'est rendu hier en Arabie Saoudite après une étape en Jordanie où il s'est entretenu avec le roi Abdallah II. Le chef de la diplomatie américaine tente de faire accepter aux différents protagonistes un plan de paix qu'il estime juste et équilibré. Suivez ce reportage. Ce plan fixerait les grandes lignes d'un règlement définitif concernant les frontières d'un futur État palestinien, le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés palestiniens. Autant de points sur lesquels les discussions achoppent depuis des décennies. Le président Mahmoud Abbas a redit à John Kerry ses exigences, à savoir notamment la fin de l'occupation par Israël du territoire palestinien. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué une fois de plus ce dimanche qu'il ne transigerait pas sur la question de la sécurité de l'État hébreu. Les Palestiniens s'obstinent à ne pas vouloir reconnaître Israël comme un État juif. Ils ne veulent reconnaître notre droit à être installés là, a-t-il dit. Tout le problème vient de là, c'est le problème fondamental. Autre point de blocage, la question de la colonisation. Israël poursuit sa politique de construction dans les colonies en Jordanie et à Israël, en dépit des désapprobations internationales. Le gouvernement irakien a perdu le contrôle de Falloujah, tombé aux mains des combattants liés à Al-Qaïda après plusieurs jours de combats déclenchés par le démantèlement d'un camp de protestataires anti-gouvernementaux. Suivez. La ville située à près 60 km de Bagdad est tombée aux mains d'Al-Qaïda. Des combats ont éclaté hier dans le secteur, notamment à Ramadi. Il y a eu un tir dans le second quartier d'Al-Doubat qui a détruit la maison et blessé 3 enfants à l'intérieur. C'est un tir de mortier qui est tombé lors d'un bombardement à l'aveugle. Vous pouvez voir les dégâts sur la maison. Il n'y avait pas d'hommes armés à l'intérieur. Il y avait seulement une famille. Cette prise des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant reste l'une des plus importantes victoires remportées par les djihadistes depuis le début de l'insurrection qui a suivi l'invasion américaine en 2003. Les forces spéciales irakiennes ont déjà mené des opérations dans Falloujah. L'armée est en train de se déployer autour de la ville tout en laissant aux habitants le temps de partir, selon un haut responsable du gouvernement. Les forces de sécurité doivent ensuite lancer l'attaque pour écraser les terroristes. Washington a assuré Bagdad de son soutien, mais écarte l'hypothèse d'envoyer des troupes, a indiqué ce dimanche le secrétaire d'État américain John Kerry. On poursuit en Turquie. Des centaines de journalistes turcs ont manifesté hier dimanche à Istanbul pour réclamer la libération de leur confrère Bunyamin Aygan qui a été pris en otage en Syrie. Ce reporter qui travaille pour le quotidien Milliyet s'est rendu fin novembre dans le nord de la Syrie. Suivez comment s'est déroulée la situation. La manifestation d'hier en Turquie visait à réclamer également la libération de tous les journalistes actuellement détenus en Syrie. Au moins une trentaine de professionnels de l'information sont portés disparus en Syrie. Il n'y a pas que Bunyamin, Raquel Kart-Ertuna, journaliste turque. Et je peux vous dire que depuis 1 an et demi, moi et mes collègues, on n'ose plus aller en reportage là-bas. C'est trop risqué. Personne ne peut nous garantir la sécurité sur place. Parmi les journalistes kidnappés en Syrie, il y a 4 Français, Didier François, reporter à la radio Europe 1, et Edouard Alias, photographe indépendant missionné par la radio, Nicolas Hénen, reporter, et Pierre Torres, photographe. Une sortie de soutien sera organisée ce lundi 6 janvier à Paris, à la maison de la radio. Rappelons, selon les informations, ce journaliste turc, Bunyamin Aygan, a été libéré dimanche et l'annonce a été faite par l'agence de presse officielle Anatolie. Précisons qu'actuellement, au moins 30 journalistes sont retenus en otage en Syrie.
À Bangladesh, le scrutin s'est tenu dimanche, s'annonce marqué par une faible participation dans ce pays. Les épisodes de violence se sont multipliés ces derniers mois. Plus d'une centaine de bureaux de vote ont été la cible d'attaques. D'autres ont encore été incendiés hier matin par plusieurs milliers de manifestants au nord du pays. Suivez ce reportage. La chef du gouvernement, Shekwashina Wahed, devrait l'emporter haut la main. Les États-Unis et l'Union européenne ont renoncé à envoyer des observateurs. Le parti au pouvoir n'a pas d'adversaire dans la moitié des circonscriptions. L'ancienne première ministre Khaleda Zia, à la tête de l'opposition, a appelé à boycotter le scrutin. Les nationalistes ont réclamé sans succès la mise en place d'un gouvernement neutre et provisoire avant les élections. Les heurts ont déjà causé plusieurs centaines de morts, mais le déploiement de 50 000 soldats n'a pas suffi à mettre un terme à ces affrontements. Autre dossier, après la tempête de neige qui a frappé le nord-est des États-Unis, c'est désormais un froid glacial venu de l'Arctique qui s'apprête à déferler sur les grandes plaines d'Amérique du Nord, à New York, où il est tombé la semaine dernière 20 cm de neige et des dizaines de passagers sont restés bloqués à l'aéroport à cause de l'annulation de leur vol. Suivez ce reportage. La province de Terre-Neuve et Labrador a été particulièrement touchée par le blizzard. 38 cm de neige sont tombés le week-end dernier. Les habitants de l'île de Terre-Neuve ont subi des coupures de courant massives. À New York, il est tombé 20 cm de neige. Cet épisode de grand froid est un défi pour le nouveau maire de New York qui vient d'entrer en fonction. Bill de Blasio a tenu à montrer l'exemple en déblayant la neige devant sa maison de Brooklyn. Le pire en termes de froid reste à venir. On attendait hier dimanche après-midi des températures records, 24 à Pittsburgh et jusqu'à 29 à Chicago, dont l'aéroport est l'un des plus touchés. À l'échelle internationale, plus de 1200 vols ont été annulés et plus de 6000 retardés, entraînant certaines pagailles au moment de récupération des bagages. Précisons que l'aéroport Kennedy à New York est resté fermé pendant 2 heures hier dimanche, la faute à un avion de ligne qui a fait une sortie de piste, heureusement sans gravité. C'est là une des conséquences des conditions météo exécrables qui affectent le nord des États-Unis et le Canada. Voilà, c'est ainsi, madame, monsieur, qu'on met un terme à cette nouvelle édition de l'actualité internationale. C'était Yves Nerlucin pour la présentation et Jasmine Laure Semé pour la réalisation. Au revoir.